Voici donc la deuxième vidéo parmi celles que nous mettons à votre disposition. Alors là, on va rentrer dans le concret. C'est-à-dire que je vais essayer de vous expliquer quels sont les principes et la logique de l'approche que nous allons utiliser pour travailler les marchés, c'est-à-dire pour trader. Je pense que c'est très important parce que de cette façon, quand vous recevrez une alerte, vous pourrez exercer votre propre jugement, comprendre pourquoi, enfin la raison de cette alerte, quels sont les risques, quelles sont les opportunités, quel est le type de trade que nous allons engager. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus enrichissant que de recevoir simplement une alerte en disant achète un tel à tel prix et revend à tel prix. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai tourné cette vidéo. Alors on s'attache à la logique, hein. Le système pour vous le décrire, il me faut une quinzaine d'heures. D'ailleurs ça existe en vidéo ou en webinaire, mais c'est pas du tout le sujet ici, on n'est pas technique, et en plus ça s'adresse à des gens qui ont une expérience technique déjà conséquente, enfin au moins 4-5 ans d'expérience sur les marchés. Bref, ici on explique juste la logique. La logique, elle se déroule en 3 temps. 3 temps. La première, on cible les zones d'intervention. Vous allez voir que c'est un peu spécial. Si vous me suivez sur Bourse au quotidien, vous avez vu ces graphes parce que je les utilise à chaque fois. On cible ce que l'on appelle des zones clés pour soit acheter, soit vendre les choses que nous allons acheter ou vendre. Une fois que, on va dire que c'est une action, une fois que l'action est sur une zone cible, on va analyser la dynamique des prix. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très logique, malheureusement très peu utilisé par bon nombre de personnes, en tout cas en Europe. Mais ça permet de déterminer si oui ou non, dans un premier temps, on peut prendre ou pas position sur un niveau de support ou un niveau de résistance, donc une zone cible, une zone clé. Et une fois qu'on en est là, on le valide par un signal technique venant d'une unité de temps inférieure. Vous allez voir, c'est très simple, je vais vous expliquer ça. On part d'un constat, c'est que les marchés sont de plus en plus automatisés et ils réagissent aussi de plus en plus souvent, puisqu'ils sont automatisés, sur des zones clés où les prix rebondissent ou se rétractent avec une très grande probabilité. Ces zones clés, on arrive à les déterminer graphiquement, on parle bien de zones, hein, dans 80% des cas. Enfin, je pense, je dis ça d'expérience, je n'ai pas fait de stats là-dessus, mais c'est au moins 8 fois sur 10. Voilà. Ces niveaux de support ou de résistance, qui forment donc des zones, sont formés généralement par la conjonction de supports de résistance obliques et horizontaux. Pourquoi l'existence de ces zones sur lesquelles on va constater effectivement, au cours des exemples que je vais vous donner, qu'une forte action des prix. Très franchement, en tant que trader, ça m'intéresse assez, comment dirais-je, moyennement. Je pense que c'est dû à un phénomène moutonnier et à un phénomène d'automatisation dû aux algorithmes sur les marchés. Moi, je constate que, et quand je constate que ça rebondit ou que les prix bougent sur tel ou tel niveau, ce sont des niveaux qui m'intéressent. Voilà. Ces niveaux sont souvent distants, c'est-à-dire séparés par une même amplitude. Et si effectivement le marché réagit sur ces zones, nous aussi, c'est les zones que l'on va cibler, parce que non seulement elles offrent la meilleure probabilité, mais aussi le meilleur potentiel de prise de position. Alors, il y a plein d'exemples. Si vous me suivez sur Bourse au quotidien, depuis bientôt une dizaine d'années que je poste des analyses, vous verrez qu'elles sont toutes faites de la même manière, enfin, au niveau du ciblage des zones clés. Donc je vais simplement vous donner ici quelques exemples. Maintenant, si vous voulez investiguer et regarder, vous avez l'adresse internet où vous retrouverez toutes mes analyses et vous pourrez vous faire une idée plus dans le détail si vous le désirez. Alors, très simple. On va commencer par le CAC 40, ce sont les dernières analyses. Chaque semaine, je fais un point hebdomadaire. Et vous voyez, quand je vous parlais de report d'amplitude de zones clés, séparées par une même distance, donc par une même amplitude. Alors je l'ai pris celui-là non seulement parce que il est issu de la dernière analyse point hebdomadaire qui a été postée sur Bourse au quotidien, mais parce qu'il est très clair et très révélateur. Vous voyez que le marché évolue dans des ranges, c'est pour ça que j'appelle ça des reports d'amplitude, et que ces ranges, vous voyez les flèches orange, déterminent les niveaux successifs
sur lesquels les prix ont une probabilité forte de rebondir. Ces amplitudes sont toujours égales. Et à l'intérieur de ces amplitudes, donc par exemple ici les flèches orange, en fait on retrouve des amplitudes de moindre degré. Ici, je vous en ai mis une qui est l'amplitude donc qui détermine un support potentiel. Hein. C'était notre support potentiel. Sur le CAC la semaine dernière, donc l'amplitude est la moitié, sont les flèches marron. On était à 4780, les attention support, ça risque de rebondir. On a atteint c'était notre premier objectif d'ailleurs en cassant le support le précédent support qui est d'ailleurs devenu résistance depuis. Notre premier objectif était atteint, c'était dans la zone donc du segment bleu, et donc on attendait un rebond. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le CAC est déjà remonté à 4913, j'ai vu ça il y a quelques minutes. Ok, mercredi 12 décembre, voilà. Donc ça c'est un bon exemple, et ça, si vous voulez, ce genre de report, de cadrage par report d'amplitude est quand même précieux parce que nos zones d'intervention, alors si on reprend cet exemple, ça va être très simple. Ça va être par exemple ici, ici, sur le support ici, sur la résistance ici. Là, attention, cassure, on pourrait intervenir dans cette zone-là, dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Vous voyez, au milieu, ça ne nous intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas, je pense que ça va pas non plus vous intéresser, parce que pour prendre l'ensemble de l'amplitude, améliorer le potentiel du trade, il est évident que si vous le prenez sur un rebond, par exemple sur un support ici, vous avez tout ce potentiel à votre disposition. Et d'ailleurs un risque limité puisque vous placez un stop juste sous la résistance au cas, le support au cas où il casse. Donc vous avez ce potentiel-là. Pour ceux qui font de l'analyse technique, vous allez avoir des signaux partout ici. Mais si vous prenez le trade au milieu donc du range, vous avez 2 fois moins de potentiel. D'accord? Et 2 fois plus de risque parce que si vous placez en théorie votre stop sous la résistance, vous prenez énormément de risques par rapport à un peu de potentiel. On va voir ça en money management, c'est très important. C'est le ratio de risque par rapport au rendement. Donc, on cible ces zones clés. Voilà. Donc ça, c'était un exemple sur une unité de temps. Je vous en montre un autre. C'est toujours le CAC. Hein. Vous voyez, quand on avait dans comment dirais-je, la semaine dernière, le point hebdo, donc notre objectif à 4800, tout à l'heure j'ai fait une capture d'écran, on était un petit peu en dessous des 4009, maintenant on les a dépassés. Ça correspondait aussi à un support oblique, cette fois-ci, correspondant à un report d'amplitude. Alors vous voyez, il y a 2 canaux, canal supérieur, canal inférieur. Ils sont baissiers, certes, mais ils ont la même amplitude, les flèches bleues. Alors c'est incroyable, hein, mais on retrouve ça 80% du temps, je pense que c'est dû aux algorithmes. Mais peu importe, moi je constate. Vous voyez que donc quand on prend position, si on prend position à la baisse dans un canal baissier, on va taper ici, 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 enfin on va se préparer à prendre position à la baisse, ou en cas de cassure après on peut essayer d'acheter ici, ici, vous voyez, vous comprenez le système. Toujours dans la même perspective, c'est de prendre le minimum de risque avec le maximum de potentiel. On ne sait jamais où le marché va aller parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, et on ne sait pas quelles vont être les déclarations des banques centrales, je sais pas, de tout ce qui percute et change les données sur le marché. Mais disons que sur ce support, vous voyez, la semaine dernière, par exemple, ce qui me poussait aussi à dire attention, déjà on a atteint notre premier objectif de baisse, mais regardez sur le graphe précédent, nous étions sur un support horizontal, et sur une unité de temps journalière, nous étions sur un support d'un canal descendant, certes, mais qui avait déjà renvoyé plusieurs fois les prix à la hausse. Donc c'est une zone cible, une zone d'achat potentielle, qui demande à être confirmée. Et vous voyez, ça marche comme ça sur tous les marchés. Je vous donne un autre exemple. Ça, c'est un exemple qui sort de la lettre de Béchat confidentielle que nous animons avec Philippe Béchat, mais par exemple, c'est du Nasdaq 100. Ok. Nous avions comme zone cible un premier support, à l'époque j'ai mis un point d'interrogation, qui a rebondi. Il est revenu jusqu'où? Il est revenu jusqu'à une résistance que j'ai appelée R1, et donc là c'était il n'y a pas la date, je sais plus, enfin bon bref, peu importe. Il est remonté jusqu'au support R1,
redescendu immédiatement. Excuse-moi, il est remonté jusqu'à la résistance R1, la pastille orange, il est redescendu sur son support, et en ce moment il est en train de rebondir. Voilà, donc ça, c'est des zones cibles, ce sont des zones clés. Après, on les interprète de manière différente, c'est-à-dire que quand on est par exemple en tendance, vous voyez, quand on a un canal haussier, on va les jouer à la hausse, et les canaux haussiers, alors il faut se méfier des obliques, parce que quelques degrés de, de variation peuvent changer les niveaux. Moi je préfère de loin, comme les traders professionnels, en fait, les horizontaux. Mais généralement, j'essaye aussi de combiner les deux types de supports, c'est-à-dire un oblique plus un horizontal. Si vous allez sur les plans de trade postés sur Bourse au quotidien, vous verrez que pratiquement à chaque fois, je bâtis un plan de trade quand on arrive à la conjonction de deux supports ou de résistances. Par exemple, ici, on avait une résistance sur le Nasdaq, c'est d'ailleurs avec Philippe le moment où on a décidé de le vendre, de passer baissier. Vous voyez, on a une oblique résistance plus une oblique en projection, donc R2, projection de report d'amplitude. Vous voyez, ce sont les flèches bleues ici. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est la première pierre de l'édifice. Déjà, on regarde où on met les pieds avant d'y mettre les pieds. Alors, il y a quand même quelques contraintes dont je vais vous exposer, je vais vous énumérer en tout cas. La première chose, mais ça c'est pas votre problème, c'est que c'est un temps incroyable pour analyser tous ces graphiques, parce qu'il faut passer en revue les actions du CAC 40, des indices, de l'euro-dollar, enfin bon, de centaines de graphes, en plus sur plusieurs unités de temps, comme vous allez le comprendre. Donc, le principe est simple, la charge de travail est immense. Il faut poser des alarmes multiples, c'est-à-dire que vous allez poser des alarmes juste au-dessus des supports ou juste en dessous des résistances pour être averti de l'arrivée des cours. Alors ça, vous avez besoin généralement d'applications professionnelles. Moi j'ai ce qu'on appelle en fait j'ai 2 comptes Pro Real Time Premium. Parce que beaucoup d'applications ne vous laissent pas poser autant d'alarmes que ça, c'est limité. D'autre part, beaucoup d'applications. Alors pourquoi les gens ne font pas? Alors déjà, parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément conscients de l'importance de ces cadrages graphiques pour prendre position. Et beaucoup d'applications gratuites que vous proposent pas mal de brokers ne disposent pas d'historique suffisant pour réaliser ces cadrages. Là, je vous en ai montré 2 qui sont en fait relativement court terme, mais vous verrez que sur Bourse au quotidien, j'utilise des cadrages sur 10 ou 15 ans. Si vous voulez, plus un support vient de loin, plus il a été testé 2 fois, plus la probabilité de rebond, par exemple, est forte. Un support mensuel est beaucoup plus solide, alors, je caricature, mais qu'un support sur l'unité de temps 10 minutes, qui peut se faire volatiliser à la première news qui tombe sur le marché. Le support mensuel, vous êtes tranquille, il va y avoir au moins normalement une réponse dessus, ou un début de réponse que l'on peut mettre à profit pour initier une position. Voilà. De l'autre côté, vous pouvez retourner sur les cadrages disponibles sur Bourse au quotidien et vous allez voir que si une fois que c'est fait, ça a l'air évident, le faire ne l'est pas. Et que ça prend... Enfin, il faut avoir passé beaucoup d'heures derrière les écrans pour arriver à avoir cette vision du cadrage graphique. Bon, vous pouvez vous y essayer si ça vous amuse, vous allez voir. Alors, les problèmes, c'est qu'un support ou une résistance, ça finit toujours à un moment par casser. Ce qui est normal, sinon les marchés n'évolueraient pas, ni en tendance à la hausse, ni en tendance à la baisse. Donc, on va utiliser un deuxième principe, qui est le principe de l'analyse dynamique. C'est obligatoire. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, continuons notre exemple. Nous sommes donc positionnés sur une zone que l'on va dire une zone de support, une zone clé, une zone cible. Que fait-on sur le support? Vous prenez une décision. Alors, déjà, on n'anticipe jamais en matière de trading, d'analyse technique, on a besoin d'un signal. Donc la première chose à faire, et que vous allez retrouver dans toutes les alertes que je vais vous communiquer, on va passer en mode analyse dynamique. Alors qu'est-ce que c'est que l'analyse dynamique? C'est une méthodologie permettant d'analyser la propagation de la dynamique des prix en la décomposant en au moins 3 unités de temps. Alors je ne sais pas si vous comprenez, mais a priori moi non plus.
quand je lis la définition. Pourtant, vous allez voir que ça correspond tout à fait à la logique du système. Alors, je vais vous prendre un exemple. Retenez bien que nous allons utiliser 3 unités de temps, au moins. Donc, notre action se trouve actuellement dans une tendance baissière, donc un canal baissier tel que vous l'avez vu sur les graphes précédents où je vous montrais la façon dont on réalisait les cadrages. Et à un moment, on dit tiens, on achète ici. Et à ce moment-là, vous dites, ce qui est tout à fait normal, vous dites ce garçon est complètement fou, on n'achète pas à contre-tendance dans une tendance baissière. Et vous avez parfaitement raison. Maintenant, on va prendre d'autres unités de temps. Nous étions en unité de temps journalière et je vais vous rajouter le cadrage de l'unité de temps hebdomadaire. Voilà. Donc vous voyez, nos zones clés, dont on parlait il y a quelques instants, on est sur un support hebdomadaire de long terme. Et les prix de notre action viennent taper ce support. Donc déjà, c'est un petit peu moins idiot qu'il n'y paraît, parce que je ne suis pas en train d'acheter une tendance baissière, enfin si, une tendance baissière journalière, mais on est en train d'acheter un support hebdomadaire ayant déjà fait ses preuves plusieurs fois auparavant. Donc c'est déjà un petit peu moins idiot. Maintenant, c'est pas terminé, on rajoute une troisième unité de temps, donc la troisième de celle dont je vous parlais, qui serait l'unité de temps inférieure à la journalière. Par exemple ici le 2 heures, on n'est pas obligé de rester sur ce triptyque, on peut très bien raisonner en mensuel, journalier, mensuel, hebdomadaire, journalier. Vous voyez? Mais il faut toujours avoir 3 unités de temps déployées en même temps. Donc qu'est-ce qui se passe quand on prend une position en fait sur le support mensuel? C'est parce que nous avons eu un signal en provenance de l'unité de temps 2 heures qui montre que sur ce support hebdomadaire, un rebond est en train de s'amorcer. Et là, vous avez un canal haussier. Donc, si vous voulez, ça, c'est d'une logique imparable. Alors, ça ne réussit pas à tous les coups, bien sûr, mais en tout cas, la logique est imparable. C'est-à-dire que vous prenez position sur un support hebdomadaire et pour trouver un bon point d'entrée de trading, vous êtes obligé d'attendre une consolidation. La consolidation, elle arrive en journalier, bien sûr. Dans notre exemple. Donc vous attendez tranquillement qu'il y ait un signal de changement de dynamique sur les unités de temps inférieures qui vous indique les prémices d'un rebond, enfin le début d'un rebond qui commence à se matérialiser. Et si votre support hebdomadaire doit effectivement occasionner un rebond plus conséquent, ce signal en provenance des unités de temps inférieures, donc du 2 heures, est obligatoire. Je veux dire, s'il n'y a pas de signal de redressement de l'unité de temps inférieure, ici le 2 heures, le support hebdomadaire va être cassé. Et donc on laisse passer le trade. Okay, ça c'est logique, c'est obligatoire et c'est indéboulonnable, si vous me permettez l'expression. Ça ne vous garantit pas évidemment le succès du trade parce qu'on peut très bien commencer à partir à la hausse et après reprendre une impulsion baissière et casser le support, mais on va voir ça. Par la suite, on place un stop très serré et on risque en fait pas grand-chose au niveau money management. De manière tout à fait concrète, pour sortir de cet exemple schématique, je me réfère à un récent plan de trade qui a été posté sur Bourse Quotidien et je vous donne un exemple en rajoutant un petit soupçon d'analyse d'analyse technique pour que vous puissiez bien comprendre le mécanisme. Donc, j'ai sélectionné aussi cet exemple parce que c'est un tracker, un ETF, permettant de se positionner sur le marché indien. Bref, nous avions acheté, le plan de trade est ici, vous avez l'adresse où il était posté, nous avions pris position sur un support ascendant, j'ai enlevé les supports horizontaux, mais peu importe, pour viser un objectif qui était la résistance ici. Bref, l'objectif a été atteint, les cours se sont rétractés, et on retombe sur le support. Donc, même problématique que précédemment, est-ce que ce support a une chance de tenir et de renvoyer un rebond, ou pas? Donc on fait de l'analyse dynamique, on déploie l'unité de temps inférieure, puisqu'ici nous sommes en hebdomadaire, on va partir sur le journalier. D'accord. Et on va prendre, alors ici, même si vous ne faites pas d'analyse technique, peu importe, ça s'appelle une MACD, c'est un indicateur de tendance. Et c'est très simple.
que l'indicateur de tendance, donc qui vous montre la dynamique sur l'unité de temps journalière, est baissier, vous n'achetez pas, on n'achète pas, et de toute façon je vous n'en lancerai pas l'alerte, le support. Pour acheter ce support et qu'il y ait une chance de fonctionner, il faut que dans cette zone de support, nous ayons un signal haussier. Là, il n'y en a pas, on laisse passer. Vous voyez la logique? Ça permet, en trading, ce qu'il faut surtout, c'est éviter les erreurs. Si vous éliminez une partie des erreurs et que quand vous faites des erreurs, vous les faites en plus et qu'elles ne vous coûtent pas beaucoup parce que vous avez un money management serré, il vous restera le bon grain, c'est-à-dire les trades qui vont réussir, dont on ne peut jamais prévoir l'évolution des marchés, mais statistiquement, il y a des trades qui vont partir dans le bon sens et qu'on va pouvoir conserver et essayer de pousser jusqu'à des niveaux que l'on déterminera dans les alertes que je vais vous communiquer. Et alors, en fait, cette façon de faire a aussi un autre avantage, c'est qu'on agit de façon très rapide. Parce que si vous attendez un signal de votre indicateur préféré, mais en restant par exemple uniquement sur l'unité de temps hebdomadaire, le temps que l'indicateur se retourne, ça va vous prendre, enfin, ça dépend de la vitesse de propagation des prix, mais ça va vous prendre, on va dire, 2-3 bougies. Mais 2-3 bougies hebdomadaires, c'est pratiquement, enfin c'est 3 semaines, c'est pratiquement un mois, mais vous avez vite fait de perdre 10-15%. Si vous attendez le signal de retournement. Alors que quand vous allez sur l'unité de temps journalière, vous voyez, pour ce que j'ai mis ici, bougie hebdomadaire qui serait sur un support, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 bougies journalières. Donc le signal de retournement, ou pas d'ailleurs, hein, du journalier va être beaucoup plus rapide et vous allez intervenir en amont beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de risques et beaucoup plus de potentiel. Voilà. Quand je parle de risque, je parle de money management. Money management, vous l'avez compris, alors je repars sur l'exemple schématique précédent. Quand on a un signal qui intervient sur un support, un signal validé par un changement de dynamique de votre unité de temps inférieure, si le signal est bon, vous pouvez placer un stop rapidement sous le support. Alors rien ne vous dit après que les prix vont retracer évidemment l'intégralité du potentiel qui sépare le support de la résistance, mais même s'il n'en retraçait qu'une partie, okay, si on a un objectif de sortie par exemple à un tiers de ce range pour une raison quelconque, hein, vous prenez, ça c'est excessivement important, hein, un petit risque pour un potentiel bien supérieur, c'est-à-dire que quand vous risquez, on va dire 1, vous pouvez gagner potentiellement 4 ou 5. Voilà. Moi, je sélectionne les trades, les prises de position que je vais vous envoyer sur ce genre de critères-là. Parce que vous comprenez bien que si vous prenez 1 de risque pour 5 de potentiel, vous pouvez perdre 5 fois de suite, il suffit de gagner une fois, et vous êtes flat, c'est-à-dire que vous n'avez ni, enfin hormis les frais de courtage bien sûr, vous n'avez ni gagné ni perdu. Voilà. Si vous commencez à gagner 2 fois sur 5, ce qui est très peu, vous commencez effectivement à gagner. Et ça, c'est le money management. Alors, ça évite plein de désagréments dont je vais maintenant vous parler et qui a beaucoup d'avantages. Voilà. Donc, l'analyse 1, on cible. 2, on utilise l'analyse dynamique. 3, on va placer, donc, avec un signal technique dont je vous parlerai par la suite, on va aussi placer des stops et des objectifs pour gérer notre trade. Objectifs que l'on pourra d'ailleurs réviser en cours de route, au besoin si le marché change. Mais ça, je vous le communiquerai aussi par alerte. Alors, on va maintenant parler de money management, même si je me suis peut-être un petit peu emballé dans les charts précédentes. J'ai commencé à vous en parler, notamment avec le niveau de placement du stop, et ainsi de suite. Alors, moi, c'est un sujet qui me passionne, qui me tient à cœur en tout cas, parce que c'est l'un des piliers de la réussite en termes de trading, enfin d'investissement sur les marchés, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais vous le montrer par l'exemple. Alors, j'ai commencé par une question bien vicieuse, hein, je vous préviens, je vous la pose. Je vous demande de réfléchir 2 secondes. Parce que c'est pas du tout évident, et moi je me suis fait piéger pendant des années parce que j'ai pas compris ce truc-là, qui pourtant est absolument capital. Et la question est, que préférez-vous? Un système de trading qui gagne 7 fois sur 10 ou un système de trading qui perd 7 fois sur 10? Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Réfléchissez 2 secondes si besoin est. Et maintenant, je vais vous donner
la réponse, qui est loin d'être évidente. Parce que, alors on prend un exemple, hein. Si vous avez un système qui gagne 7 fois sur 10, et que quand il gagne 10, mais que quand il perd 30, le résultat au bout de 10 trades, alors j'ai pris un exemple sur 10 trades, mais en trading, c'est sur la durée, hein, c'est même pas au bout de 10 trades, c'est au bout de 100 trades que l'on peut commencer à se faire une opinion des choses. Alors, au bout de 10 trades, vous avez gagné 7 fois, ce qui est fantastique, vous avez un très très bon système de trading, c'est ce que je cherchais à mes débuts. Hein. Le système miraculeux, le Saint Graal. Donc vous avez gagné 7 fois sur 10, et 7 fois, pardon, et vous avez gagné 10 euros à chaque fois, donc vous avez gagné 10. Vous avez perdu 3, ce qui n'est pas très grave, hein. Sauf que quand vous avez perdu 3 en moyenne, vous avez perdu 30. Donc au total, vous avez perdu 90, vous avez perdu 20 euros avec un bon système de trading. Voilà. Maintenant, vous prenez un mauvais système de trading, c'est-à-dire un système de trading à probabilité négative. On parle de probabilité en trading. C'est pas le système, c'est au bout de X trades que l'on se rend compte de son fonctionnement. Si le système qui perd 7 fois sur 10, il perd 4 quand il perd, mais il gagne 15 quand il gagne. Et ben, au bout de 10 trades, vous aurez donc gagné que 3 fois, mais vous aurez gagné 3 fois 15, 45, et les pertes, vous aurez gagné 7 fois 4, 28, égale, au total, vous aurez gagné 18 euros, avec un système à probabilité négative, mais un money management serré. C'est très très important le money management, c'est-à-dire la gestion des stops et le fait de pouvoir sortir rapidement d'une position gagnante ou qui est invalidée par le marché. Ce que quand on... Enfin, je parle pour moi, hein, mais pour beaucoup de gens aussi. Quand on débute en trading, on ne veut pas sortir les positions parce que ça serait admettre en fait que l'on a eu tort. Mais on a tort tout le temps. En fait, on a très rarement raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nous qui décidons, c'est le marché qui décide. On peut très bien avoir raison et le marché partir d'un côté absurde, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, peut-être avec l'exemple d'Apple. Et l'interdiction des ventes d'iPhone en Chine. Vous voyez? Donc il faut vraiment être flexible et sortir rapidement, enfin contrôler le risque, c'est-à-dire contrôler ses pertes, et c'est l'une des clés principales du succès en termes d'investissement sur la durée. Il y a un deuxième aspect dans le contrôle du risque qui est très important. En prenant un exemple, si on a une position qui perd 15%, c'est-à-dire que pour remonter au niveau initial, c'est-à-dire avant le trade, il faut 18% pour remonter la pente. Ok, comme ça, c'est pas forcément. Excusez-moi. Voilà, on va prendre cet exemple-là. Voilà, c'est la même chose, mais avec une magnitude plus importante. Si on perd 50% sur un trade, pour remonter la pente et revenir à un niveau équivalent, il faut 100%. Hein, c'est simple. Si on achète une action à 100 euros et qu'elle perd 50%, donc la moitié de sa valeur, il nous reste 50 euros. Pour remonter de 50 à 100, eh ben, il faut faire 100%, il faut doubler la mise. Donc, sur la durée, il ne faut jamais avoir le genre de réflexe pas vendu, pas perdu, etc. C'est couper les pertes, ne serait-ce que pour pouvoir réserver son capital à des trades potentiellement gagnants et sortir des pertes rapidement. Donc le money management et la gestion du risque sont vitaux quand on intervient en bourse. Et vous verrez dans les alertes que je vous enverrai, vous semblera peut-être qu'il y a un money management assez drastique, mais vous comprendrez pourquoi. Je préfère perdre 1, 2, 3 trades de suite, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ce que je ne veux pas, c'est perdre plus que, enfin quand on se fait invalider par le marché, plus que de raison de rester en position sans rien faire. Ça, c'est hors de question. Voilà. D'autant plus que par rapport à cet aspect du money management, je vais rajouter une couche personnelle qui s'appelle la sortie en fractionné, que je vais vous expliquer. J'ai pris un petit exemple, mais je vais vous en expliquer les bases. Donc, c'est très simple aussi. L'investissement, le trading n'a aucune valeur prédictive. On n'est pas des médiums.
Donc on ne peut jamais prévoir quelle va être la prochaine déclaration du banquier central de je sais pas où, du ministre italien qui voilà, ou du tweet de Trump qui va venir remettre en cause complètement le marché. Ok, on est obligé simplement de s'appuyer sur ce que l'on voit au moment où on le voit et d'essayer de protéger au maximum ses positions. Donc au moment où on voit quoi? Enfin, quelles sont les deux choses, enfin les trois paramètres d'un trade qui sont le point d'entrée, donc à l'achat ou à la vente, on peut faire des ventes à découvert, le stop de validation, c'est-à-dire si le vent ne tourne pas comme escompté, et l'objectif. L'objectif, ça c'est juste ce que il reste purement théorique et soumis donc aux aléas du marché, comme je viens de vous dire. Donc, le travail du trader, s'il est tenté enfin, s'il a pour objectif de contrôler son capital et de réussir à gagner de l'argent, c'est simplement de cibler des prises de position à profil de risque réduit, ce que je vous ai montré auparavant, c'est assez logique je pense dans l'approche, et qui maximise le potentiel, donc un retracement par exemple du range ici, et d'éliminer rapidement les pertes. Ce genre de technique permet de placer des stops rapprochés, mais je rajoute une couche qui est la sortie en fractionné, dont je vais vous parler maintenant. Alors, la sortie en fractionné, ça consiste en quoi? C'est de sortir sa position en la fractionnant, c'est-à-dire sur deux objectifs. Et vous allez voir que dans les recommandations que je vais vous envoyer, je vous donnerai, je vais pas dire tout le temps, mais on va dire 9 fois sur 10, je pense, parce que ça va dépendre des conditions de marché, mais disons de façon très très fréquente, deux objectifs qui vont s'appeler O1 et O2. Pourquoi? Parce que pour prendre une image, si vous voulez, le risque, c'est un petit peu comme quand on prend l'avion. Le risque, il est au décollage. Donc quand vous prenez la position ou que l'avion décolle, c'est le moment où il ne faut pas prendre de vent de travers, parce que là, ça devient dangereux. Après, quand vous êtes en altitude, vous pouvez prendre un trou d'air, ça n'a aucune importance. Vous voyez? Donc, et je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard dans la prochaine vidéo. En fait, le niveau, enfin le taux de réussite au niveau de la prise de position est fort, très fort. Mais au bout de X bougies, au bout de 4, 5, 6 bougies, je sais pas, enfin ça dépend de la période, évidemment, c'est les aléas du marché qui reprennent leur droit. Ok? Et là, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre un vent de travers. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est comme au début, sauf si effectivement il y a un coup de vent de travers qui se met en place, le taux de réussite ici est assez fort, et on sort la moitié ou un tiers, je vous dirais ça, de la position sur le premier objectif. Même si cet objectif est modeste, ce n'est pas le problème, parce qu'à partir de ce moment-là, ce que l'on fait, c'est très simple, c'est que, enfin ce que je vous proposerais de faire évidemment, c'est que l'on remonte le stop, qui a déjà été relativement serré, mais on le remonte au niveau du point d'entrée pour protéger le reste de la position. Et on va essayer de partir, enfin de toucher l'objectif numéro 2 au 2. Okay, ça, en matière de money management et de ce qu'on appelle de drawdown sur les comptes de trading, c'est-à-dire les comptes de trading qui piquent du nez, vous voyez, c'est une arme absolue. Parce que à partir du moment où il vous reste, c'est pas grave, vous avez peut-être pris une petite plus-value, pas franchement énorme, mais c'est pas grave, quelques pourcents. Mais vous êtes, enfin, quand on est sur les marchés, on est à risque, c'est-à-dire qu'on est placé du capital à risque, ce que certains médias aiment bien appeler l'appétit pour le risque. Moi, personnellement, j'ai pas d'appétit pour le risque, j'ai une jaunisse du risque et je cherche à le contrôler au maximum. Mais bon, passons. À partir du moment où vous avez remonté votre stop au niveau du point d'entrée, c'est que du bonheur. C'est-à-dire où on va taper l'objectif O2, et à ce moment-là, on gagne de façon plus conséquente en tout cas. Soit il se passe quelque chose, on se fait invalider, on se fait ressortir, mais on se fait ressortir flat. Donc si vous faites ressortir flat, c'est pas grave, vous allez gagner un petit peu avec une bonne probabilité, ça c'est une très forte probabilité sur l'objectif O1, et vous êtes flat sur le reste. Bah c'est pas grave, vous n'avez pas perdu. Vous voyez? Et comme vous avez gagné un peu, et en tout cas pas perdu. Donc vous voyez, en bridgeant ça, en remettant ça en perspective avec ce que je viens d'essayer de vous expliquer ou de partager avec vous au niveau du money management, c'est ultra important. Ultra important. Et ça, sur la durée, c'est ce qui va assurer la progression
la réussite du compte de trading. Alors des fois on se mord les doigts, on se dit oh, mon Dieu, mais si j'avais pas revendu ma position au 1 avec un profit de 4% et que je l'avais laissé tourner jusqu'à 15, j'aurais effectivement gagné plus. Non, 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 mais c'est pas du tout ça, parce que vous allez voir qu'il y a des fois où on touche au 1 et clac, après ça se retourne et on se fait sortir par le stop. Ça c'est le marché, hein, c'est normal, c'est la vie du marché. Voilà. Où place-t-on au 1 et au 2 parce que je suis sûr que vous allez me poser la question. Tout dépend, ça je l'indiquerai, vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, c'est vraiment important que l'on puisse échanger et comprendre. Ça va dépendre aussi de l'état du marché. C'est sûr que, par exemple ici, je schématise la tendance. Vous voyez, si on a une grosse tendance mensuelle haussière, c'est sûr qu'au 2, au lieu de le placer, je sais pas, à mi-chemin du range, on va le placer peut-être sur la résistance du range. Mais ça, c'est si on est en tendance. Si on est en range, on sera moins gourmand. Vous voyez, c'est quand le range, le marché n'arrive pas à prendre de tendance ni à la hausse ou à la baisse, on va essayer de surfer sur les vagues à l'intérieur de ce range, pourvu que ce range d'ailleurs soit intéressant à travailler, enfin peu importe. Voilà, et ça c'est un aspect de remonter son stop au niveau du point d'entrée. Si vous ne voulez pas sortir votre petit profit sur O1 tel que je l'indiquerai, très bien, mais remontez au moins le stop. C'est-à-dire que si vous voulez garder l'ensemble de la position, remontez au moins le stop au niveau du point d'entrée. Voilà. Ok. Maintenant, une chose dont j'aimerais vous entretenir sont des règles un peu annexes qui n'ont rien à voir avec le trading, mais qui ont à faire avec l'équilibre personnel et la façon dont on conduit ses affaires. Et c'est extrêmement important, croyez-moi. Première chose à faire, on n'engage jamais en trading, donc sur les marchés financiers, de l'argent dont on a besoin pour vivre ou pour réaliser un projet. Pour un exemple simple, une personne qui est devenue mon meilleur ami d'ailleurs par la suite, qui m'avait acheté un appartement, avait du cash sur son compte, le temps de signer les actes notariés, a investi en bourse. Et le CAC a perdu à l'époque une quinzaine de pourcents. Donc, il a été obligé d'emprunter. Donc on n'engage pas de l'argent dont on a besoin pour vivre ou dont on a besoin pour mener à bien un projet. Il a acheté le CAC parce que le CAC était haussier. Bah ouais, mais quand le CAC est haussier, il a aussi des consolidations. Et les consolidations, ça peut faire mal. Ouais, une question de timing. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Peut-être qu'à un moment, je vais vous donner une recommandation sur je sais pas quoi, Renault, et que vous pensez que Renault c'est un super. Voilà, vous êtes sans doute d'ailleurs raison, parce que Renault est une très bonne entreprise. Mais vous ne savez jamais ce qu'il peut arriver. Et on ne met jamais ses œufs dans le même panier. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'avoir des lignes, en règle générale, de montants équivalents, vous voyez, pour disperser le risque. J'ai fait, vous savez, les traders intraday, ceux qui prennent des positions sur les unités de temps, 5 minutes, machin, etc., à l'intérieur d'une journée et qui essaient de swinger là-dedans. Terminent la journée ou aux anges parce qu'ils ont réussi à gagner de l'argent, ou sont au fond du trou parce qu'ils en ont perdu, parce qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. À partir du moment en plus où vous avez tous les œufs dans le même panier, vous avez du mal vous avez une pression psychologique qui vous empêche d'arbitrer sainement les positions. Vous voyez, vous avez une grosse position, c'est votre seule position en intraday. Ça peut être, bon c'est un exemple, hein, mais plus difficile de sortir sa position que si vous en avez 10, bon, il y en a une qui ne marche pas, pouf, elle dégage et il n'y a aucun problème. Vous voyez, ça c'est important. Autre raison pour laquelle il faut essayer de disperser au maximum sont ces actifs, enfin déséquilibrés, ou alors c'est pour ça qu'on va jouer avec on va placer sur des CFD ou des trackers ou des CFD sur trackers, parce que ça permet de bien étaler le risque par zone géographique, par industrie et ainsi de suite, vous voyez. Et c'est important parce que ce qu'on appelle les black swans, c'est des gros coups de grisou qui, ça existe, hein. Sur 1000 trades, on en aura un, c'est obligatoire, un truc totalement imprévu, hein. Fukushima, de je sais pas quoi, voilà, un truc imprévisible, ça fait partie des règles de marché. Donc, si vous misez tout en concentration sur, je sais pas, le CAC 40, le machin, etc., et qu'il y a un problème, difficile de s'en remettre derrière. Donc, de répartir ces actifs, même si effectivement ça peut porter préjudice à la performance théorique du portefeuille, ça le sécurise énormément.
Ok, donc on va essayer d'éviter les black swan au maximum. Donc CFD, diversification et tracker quand c'est possible. Un portefeuille par contre pour qu'il soit performant, alors c'est pas non plus la peine faut pas non plus avoir 50 lignes en portefeuille, ça sert à rien. Prendre un exemple extrême, vous avez 40 lignes sur le CAC 40. Bah oui, le CAC 40 c'est 40 actions, donc vous n'arriverez pas à le surperformer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer de cibler quelques bonnes lignes à plus fort potentiel que le CAC 40, par exemple. Mais ça sert à rien de multiplier les lignes. Donc 10 lignes c'est bien, après ça devient compliqué à gérer. C'est pas comme ça qu'on est performant en règle générale. Très important quand vous allez recevoir des alarmes, des alertes, respectez les stops. Mettez-les toujours. Des fois ça claque assez vite, il faut les avoir en place, ne pas oublier de les mettre en place. Des fois c'est un petit aspect grain de sable, voilà, on n'aime pas trop parce que ça veut dire qu'on sort une position. Et d'ailleurs cette position peut très bien se reprendre derrière, mais ce qu'elle peut faire, vous allez sortir d'une position, ça coûte combien? Alors j'ai mis 10 euros, mais ça c'est vraiment, ça, tout dépend du type d'instrument sur lesquels on se positionne, si c'est du CFD, si c'est du SRD, de votre broker, etc. Donc, mais juste un exemple. Mais regardez combien vous coûte la sortie d'une position. Vous pouvez peut-être racheter d'ailleurs quelques jours après, c'est pas le problème. Et regardez ce qui se passe si la position est en danger et que vous perdez 15% sur cette position. Ben voilà, les calculs sont vite faits. Moi, je n'ai aucune hésitation à sortir les positions quand elles sont à risque. Donc on coupe rapidement les pertes et on renforce. Et quand on renforce les lignes gagnantes. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Moi j'ai fait aussi à mes débuts, c'est-à-dire je renforçais les lignes perdantes parce que je dis ça va finir par remonter. Non, 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 c'est du capital perdu ça. Enfin, si l'action est. Imaginons qu'on a acheté une action et qu'elle soit en baisse, on ne renforce pas dans une baisse. On renforce les actions qui se partent dans le bon sens, à la limite. Et ça, je vous indiquerai comment mettre du levier pour maximiser les profits, notamment avec une technique qui s'appelle la barrique, mais dont je vous parlerai plus tard. Les vieux loups du trading, dont j'imagine que je fais partie maintenant, vu le nombre d'années passées sur les marchés, ce sont des survivants. Donc, généralement des gens qui ont fait faillite plusieurs fois, qui se sont mis, qui ont réussi à trouver des techniques qui leur permettent de survivre. Eh ben, ils misent sur la régularité et la protection du capital, pas sur les coups d'éclat. Les coups d'éclat, c'est une fois de temps en temps. Moi, je préfère, exemple, plutôt. Alors, si vous regardez les trades et les plans de trade sur Bourse au quotidien, par exemple, oui, il y a des trades à plus 30. Mais c'est quoi? C'est 2 fois, 3 fois par an. Les trades à 30%. C'est vraiment de la chance parce qu'on était au bon moment et que le marché s'est bien comporté, etc. Plutôt que de faire un trade à 30% ou à 50% en un an, parce que généralement ça prend du temps, je préfère faire des trades à 15% mais qui vont durer un mois. Vous voyez, vous gagnez beaucoup plus comme ça. Et ça permet de faire tourner le capital. C'est comme quand on est en entreprise, on fait tourner c'est la vitesse de rotation du capital. Faire tourner les stocks rapidement, etc. C'est plus intéressant que de garder des gros stocks, peut-être à fort potentiel, mais de les garder très longtemps. Voilà. Utilisez la technique de sortie en fractionné, telle que je vous l'indiquerai, c'est super important, mais vous vous rendrez compte par vous-même au fur et à mesure des trades. Quelque chose de capital, ne jamais détenir de position dont le montant risque de vous faire stresser ou avoir un impact sur votre vie personnelle. Arrive un moment, et ça c'est une question de psychologie, donc on n'engage pas d'argent dont on a besoin pour vivre, et surtout pas de positions qui vous font stresser. Des gens stressent avec des gros comptes, des gros comptes de trading stressent déjà facilement avec des mises faibles, alors que d'autres personnes, vous voyez, le niveau de stress, le niveau de confort est différent selon les personnes, stressent peu avec des petits comptes et en mettant voilà, des grosses lignes. Moi ce que je vous dis c'est, on pourra en discuter si vous voulez, parce que ça c'est un sujet très 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 important. Il faut du confort psychologique. Le confort psychologique vous permet d'arbitrer sereinement vos positions et surtout de ne pas stresser. Stresser pour ce genre de choses-là peut avoir vous voyez, sur du personnel, dans les vieux loups dont je parlais du trading, qui sont des survivants et qui ont vraiment passé des milliers d'heures à établir des stratégies et surtout à les pratiquer, parce que ça, ce genre de choses, tel que je vous explique, c'est comme si je vous expliquais
Une prise de judo, vous allez la comprendre. Mais avant de la faire, la prise de judo, et de réussir à devenir ceinture noire, toujours avec la même technique, ça va vous prendre des années. Où j'espère bien vous accompagner et vous aider à acquérir ce genre de réflexe. Toujours est-il que les vieux loups sont souvent divorcés parce que trop de stress, trop de travail, enfin voilà. Restez confiant dans les périodes difficiles, parce qu'il y a des périodes difficiles, notamment quand les marchés se retournent, vous voyez, ou changent de tendance, il y a des moments où c'est plus aléatoire. Et restez humble dans les périodes fastes. Il y aura des périodes difficiles et il y aura des périodes fastes. Voilà. Après, c'est ce que donne le marché. Ne vous fixez pas d'objectif, on prend ce que le marché peut donner. Tout simplement. Et pour être tout à fait clair avec vous, je vais vous dire, comme n'importe quel trader évidemment, dans les périodes où, par exemple si on parle du CAC, où la tendance est haussière, on va le sous-performer. Je ne parle pas de levier. Si vous prenez du levier, oui, vous allez le surperformer. Mais si vous restez sans aucun levier, vous allez le surperformer. C'est normal, parce que de toute façon, vous avez toujours une partie de cash disponible, donc c'est du capital non actif, non productif, alors que le calcul du CAC, lui, se fait sur la base d'un portefeuille qui serait investi à 100%, vous voyez, nous on n'est pas. Donc quand ça monte fort, on va monter moins fort. C'est normal. D'autant plus qu'avec la sortie en fractionné, on va payer pour avoir de la sécurité. Alors c'est sûr que si le marché est en forte tendance haussière, les objectifs O1, O2 seront plus hauts, mais à un moment on va sortir, ok? Donc ça c'est pas grave. Par contre, si le marché est en range, vous voyez, ce qui risque d'être le cas l'année prochaine, c'est-à-dire en range ou en tendance baissière à mon avis, on verra bien. Dans un range, le CAC lui va gagner 4-5%, va perdre 4-5%, etc. Nous on va le surperformer nettement. Pourquoi? Parce que le CAC lui va yoyoter sans tendance, nous on va essayer, pour schématiser, d'acheter les supports, de revendre les résistances, de vendre les résistances, de racheter les supports. Donc pendant que le CAC lambine, nous on fait des affaires, à la hausse, à la baisse. Là on risque, c'est un risque sympathique, de nettement surperformer le marché. Voilà. Et en tendance baissière, donc le CAC est en tendance baissière, nous on va utiliser des techniques de vente à découvert, évidemment. Donc, alors on fait très attention aux ventes à découvert, mais si le CAC baisse et que nous on fait du profit en vente à découvert, sûr que on va arriver à surperformer le marché. De toute façon, on ne peut faire que ce que le marché donne, enfin je veux dire en fonction de sa configuration, et il faut s'adapter aux tendances positives, négatives, range. Donc il y a des stratégies que je vous montrerai qui s'adaptent à chaque typologie de marché. Voilà, chers amis, pour cette vidéo concernant la logique du système de trading. Vous voyez, donc cibler les points d'entrée, utiliser l'analyse dynamique, contrôler le risque, diversifier son portefeuille. Et maintenant, quelques outils techniques qui permettent de dérouler les stratégies, dont je vais vous entretenir dans la prochaine vidéo. Mais l'objectif ici, avec ça, normalement, en voyant arriver les alertes, vous allez comprendre pourquoi et comment elles sont construites. Ça, c'est très important, ça vous permet d'exercer votre propre jugement. Et je pense que c'est bien plus gratifiant que de recevoir un conseil genre achetez Veolia à 18,40 et vendez-le à 21. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est important de pouvoir participer et évoluer ensemble tout en communiquant. Voilà, donc terminé pour cette vidéo et je passe à la suivante.